Donc, je me présente tout d'abord, Julien Topsu, je suis lead dev à la Société Générale et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Qui connaît OWASP? Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui définit des best practices en termes de sécurité qui sont notamment utilisées dans des normes et comme des normes de paiement comme PCI DSS pour ceux qui connaissent. Et si vous faites du paiement et que vous connaissez pas, il y a un sérieux problème. Mais et on fournit aussi des outils qui permettent de renforcer la sécurité de vos applications. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est deux outils. Un qui s'appelle OWASP Dependency Check et OWASP Dependency Track. OWASP Dependency Check existe sous plusieurs formes. Maven plugin, Gradle plugin, Jenkins plugin et plein d'autres trucs. Ici, on va voir le plugin Jenkins. Et ce que fait ce plugin-là, c'est qu'il va analyser toutes les dépendances de votre application. Et pour chacune d'entre elles, il va requêter une base de données qui s'appelle la National Vulnerability Database. Hostée par le gouvernement américain, elle est publique. Et dans celle-ci, vous pouvez trouver toutes les vulnérabilités connues. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier pour chacune de vos dépendances s'il existe des vulnérabilités. Il va en faire un rapport qu'on va pouvoir uploader soit sur Sonar, j'imagine que tout le monde connaît Sonar, soit sur Dependency Track, qui est un nouvel outil qui ressemble beaucoup à Sonar, mais qui est dédié à la Vulnerability Management. Mais grosso modo, c'est quasiment la même chose, c'est juste spécialisé pour la sécurité. Alors, ce sont des outils totalement open source parce qu'on ne fait que de l'open source chez OWASP. Donc, je vous invite à contribuer et à commencer à l'utiliser dès à présent. Vous avez les repos GitHub juste derrière moi. Donc, on va passer tout de suite à la démo. On va passer par ce qui est le plus graphique, c'est Dependency Track. Ça ressemble à ça. Donc, on va pas trop parler de la vue dashboard. On va plutôt aller directement dans l'onglet Projet ici, dans laquelle on va avoir la liste des applications qui sont analysées dans notre Continuous Security Pipeline. Donc vous avez la liste des composants logiciels. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des applications qui sont en JS. Vous pouvez pas le voir, mais il y a des applications en Java aussi, je l'ai pas mis dans le nom. Mais ce qui est important, c'est en fait tout ce qui est ici, là. Ça, c'est la liste des vulnérabilités potentielles qui ont été trouvées sur les dépendances de chacune des applications. En rouge, vous avez les vulnérabilités les plus critiques. En vert, vous avez les vulnérabilités qui le sont moins. Donc, on va aller directement cliquer sur un des projets, là. Celui-là, c'est un projet en Java. L'onglet Dependencies, ici, dans celui-là, vous allez trouver la liste des composants logiciels, donc toutes vos dépendances, on va dire, avec leur numéro de version et les vulnérabilités potentielles répertoriées sur chacune d'entre elles, ici. D'accord? Très simple. Ici, Dependency Track, et comme vous l'avez peut-être remarqué, a détecté que c'était un projet Maven, comme vous pouvez le voir dans les groupes ID là, qui a notamment là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a allé requêter le Maven Central Repository pour savoir s'il existait des versions plus récentes de votre dépendance, enfin de vos dépendances. Pourquoi? Simplement parce que plus vous utilisez une vieille version, plus il y a des risques qu'il existe des vulnérabilités documentées sur Internet. Et lorsque c'est le cas, enfin lorsqu'il détecte une version plus récente, vous avez un petit warning jaune. C'est un peu petit. Alors, je sais pas si ça, je vais pouvoir le... Voilà. C'est un peu gros maintenant. Donc, il y a un warning jaune ici, et il vous dit, bah tiens, j'ai trouvé une version plus récente de ta dépendance, il faudrait que tu upgrades. Donc, on va passer au nerf de la guerre maintenant, c'est la vue d'audit. Dans celle-ci, vous avez toutes les vulnérabilités potentielles sur les dépendances que vous embarquez. Et je dis bien potentielles parce que c'est exactement comme Sonar. C'est pas parce que ces outils-là ont détecté ces vulnérabilités qu'elles sont exploitables dans votre application. Je vais vous montrer pourquoi. On va simuler une petite session de triage. Là, pour chacune des vulnérabilités, on va avoir le composant, le nom du composant impacté. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, le nom du composant impacté, la version utilisée. Ici, on a un truc qui s'appelle le CVE-ID. Alors, vous devez savoir que toutes les vulnérabilités suivent une norme qui s'appelle la Common Vulnerability and Exposure, CVE. C'est pour ça que généralement, quand on vous parle de vulnérabilité, vous avez un ID comme ça, qui commence par CVE. C'est exactement ce qu'on trouve là. Et c'est grosso modo les entrées dans la base du NVD, de la National Vulnerability Database. On y reviendra un tout petit peu après. CWE, pour faire simple, c'est le type de vulnérabilité. Notamment, là, on a quoi? Improper input validation, on a des buffer errors, des trucs comme ça. Et bien sûr, ce qui est pas mal, ce qui est très important, c'est la sévérité. D'accord? Ici, on parle d'une faille critique. C'est assez gros ou pas?
Ouais. Donc, on va avoir la première vulnérabilité ici. Lorsqu'on clique, on va avoir le contenu de la National Vulnerability Database qui s'affiche. Et dans la description, on apprend que dans la version de Spring Boot qu'on utilise, 1.5.3, si on utilise Spring Data REST, un potentiel attaquant serait capable de crafter du JSON dans une requête patch pour exécuter du code Java arbitraire sur votre app. Ok. Le fait est que, en fait, l'application que je suis en train d'analyser moi, elle n'utilise pas Spring Data REST. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Dependency Track, je ne suis pas affecté, petit bug graphique qui est lié au zoom, j'imagine, et je vais cliquer sur Suppress ici, histoire de dire, comptabilise plus du tout cette vulnérabilité dans le système. Donc ça, c'est la partie facile. Ok, on va aller regarder un truc un peu plus touchy, qui est celle-ci. Donc, il y a des gens qui utilisent Jackson ici? Ouais. Ok. Donc, si vous utilisez Jackson avant les versions 2.7, même 2.7.4, vous avez intérêt à upgrader. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est Jackson. Si on utilise XML Mapper, parce que cette application-là fait l'XML, on est potentiellement vulnérable à une XML External Entity attaque. Qui sait ce que c'est qu'une External Entity? Bon, il y a une personne qui a levé la main. Les gens connaissent XML ou? Non, mais peu de gens savent ce que c'est. Je vais vous montrer. En fait, j'ai mon application qui tourne en background. J'ai utilisé Postman. On a un petit endpoint là. Oups, petit spoil. On a un petit endpoint là qui s'appelle transfert. Oh, c'est pas assez grand. C'est mieux. Donc on a un petit endpoint qui s'appelle transfert, dans lequel on peut écrire une requête qui nous permet de transférer de la data. On donne le nom du transfert, le contenu du transfert. Lorsque j'envoie cette requête à mon serveur, il me répète le nom du transfert et il me donne un statut. Ici, success. Ok, c'est très simple. Donc on va jouer l'attaque. Donc vous devez savoir qu'en XML, on est capable de définir des external entities. Les external entities, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec votre schema XML. Et pour les définir, c'est très simple. Vous ouvrez un doctype, vous définissez une entité. Là, j'utilisais un nom arbitraire qui s'appelle file. Il y a plusieurs types. Là, j'utilisais system. Je ne vais pas les expliquer, les types, parce que c'est pas le sujet, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les external entities. Et j'utilise un path. D'accord? Et ce que vous pouvez voir, notamment là, c'est que j'utilise la référence du fichier dans le nom du transfert. Et rappelez-vous, le serveur va me répondre en me redonnant le nom du transfert. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, hop, alors on va dézoomer. Eh bien, il a inliné le contenu du fichier à l'intérieur de la balise transfer name. C'est assez sympa, non? Alors, et pour vous montrer que c'est pas du tout hard-codé, c'est un peu compliqué avec le micro, je vais changer juste le pass. Voilà, donc là, il me donne le contenu du répertoire courant. Et je peux m'amuser encore à changer de répertoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'inventer là? Une idée? Non, personne? Eh bien, on vient d'inventer le premier navigateur de fichiers en remote over XML over REST. C'est une super feature. Non, en tout cas, c'est une grosse faille de sécurité. Alors, pour ceux qui connaissent pas XML, on peut faire d'autres trucs sympas avec les external entities. Il y a l'XML bomb aussi qui vous fait péter votre app. Mais là, j'ai pas le temps de vous montrer. J'ai pas envie de péter mon PC en live non plus, parce que voilà. Donc, malheureusement, là, on est, elle est exploitable ça sur mon application. Donc, fin de la démo. Démerdez-vous maintenant. Bon, je vais vous montrer comment on corrige le problème. Généralement, dans la description de la vulnérabilité, on va avoir le numéro de version qui corrige le problème. Là, on nous dit, on est impacté si on fait du Spring Data REST, d'accord, dans les versions avant la 2.6.9. Malheureusement, si je retourne sur celle-ci, il n'y a aucune information sur les versions. Donc, on peut cliquer sur la CVID. On va arriver sur une page qui est grosso modo le résumé de la vulnérabilité. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais je veux attirer votre attention sur ça là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le CVSS, Common Vulnerability Scoring System. C'est un score qui est donné entre 0 et 10, qui permet d'apprécier en fait la criticité d'une vulnérabilité. 10 étant le niveau le plus critique. Donc là, il s'agit d'une faille qui est vraiment très critique, n'est-ce pas?
Donc, comment on fait pour régler ça? En fait, il y a des champs qui ne sont pas encore mappés dans Dependency Track, qui sont disponibles dans la NVD. Pour pouvoir aller dans la NVD, on va cliquer sur le lien qui est en bas à droite. Et là, c'est une iframe à ne surtout pas utiliser dans vos apps, hein, les iframes, qui ne fonctionnent pas d'ailleurs parce qu'il y a un truc de sécurité. Donc, je vais devoir le faire comme ça. Donc, on arrive ici dans la NVD Database. Donc, on va retrouver toutes les informations que je vous ai déjà montrées. Mais ce qui est très important, c'est qu'à la fin, vous avez ici la liste des applications impactées par la vulnérabilité. Et on nous dit que c'est Jackson jusqu'à la version 2.7.3. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans la release note de Jackson 2.7.4. Et on va voir, c'est juste pour vérifier, hein, qu'effectivement, ils ont fait un truc ici. Là, je vais le surligner, donc pour disabler par défaut les external entities. Bon, c'est un peu petit, désolé. Hop, comme ça vous permet de voir. Donc, on va essayer, upgradons notre application en 2.7.4 pour voir si ça corrige le problème. Hop, donc là, je suis dans IntelliJ. Je vais faire ça à une main. Donc, j'upgrade en 2.7.4. Là, j'étais en 2.6.6. C'était la version qui était tirée de Spring Boot 1.3.5. Si vous êtes en Spring Boot 1.3.5, je vous conseille fortement d'upgrader, parce qu'il y a des trucs sympas aussi en JSON, dans la même version. Donc, je vais relancer l'appli. Hop, ça tourne. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Il lance 2 fois, super. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Voilà. Du coup, il n'a pas aimé. Désolé, je la refais. Voilà. Et on va rejouer l'attaque. Et voilà, problème fixed. Donc vous avez vu que grâce à ces outils, on a trouvé des vraies vulnérabilités dans notre soft et on a été capable de les remédier. Alors, comment ça marche tout ça? Vous allez voir, c'est vraiment très simple à setuper. Hop, je vais retourner dans la presse. Donc, première chose, Dependency Track est disponible sous la forme d'une image de Docker. Et en 3 lignes de commande, vous êtes capable de l'installer. C'est pas très compliqué. La seule chose à savoir, c'est que par défaut, ça utilise une base de données H2. Et il n'est pas recommandé d'utiliser en production. Il vaut mieux utiliser un vrai serveur SQL. Une fois que vous avez ça, vous avez Dependency Track qui tourne. Et vous allez pouvoir, du coup, commencer à le configurer. C'est vraiment pas compliqué. La première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet projet. Vous créez un nouveau projet pour uploader votre report. Donc là, on va l'appeler codeur en scène. Enfin, codeur, ça va être plus rapide. Voilà. Et ensuite, on va devoir connecter Dependency Track à Jenkins. Alors pour ce faire, on va dans l'onglet administration qui est sur le côté là. Hop, on va aller dans Access Management Teams et on a un groupe spécialisé pour l'intégration avec les outils externes. On va récupérer l'API key qu'on va pouvoir mettre dans Jenkins. Voilà, c'est pas très compliqué côté Dependency Track. Maintenant, on va aller dans Jenkins. Dans Jenkins, Manage Jenkins, Configure System, et on installe 2 plugins, un pour Dependency Check, un pour Dependency Track, qui ont exactement le même nom. On met le pass de Dependency Track et les API keys. Ça va nous permettre de communiquer avec Dependency Track à partir de Jenkins. Ensuite, on crée un freeform job dans lequel on va rajouter 2 steps. Un qui s'appelle, Invoke Dependency Check Analysis comme build step. Ici, j'ai mis le pass qui contient mes dépendances, mais c'est pas obligatoire. Si vous êtes en Maven, il va scanner votre pom.xml. Si vous êtes en JavaScript, il va scanner votre package.json pour découvrir toutes vos dépendances. Ça vous permet de générer votre rapport. Ensuite, on fait une post-build action dans laquelle qui s'appelle Publish Bomb to Dependency Track, dans laquelle on va choisir le projet sur lequel on veut uploader le report. On met le nom du report. Et comme il supporte plusieurs analyseurs différents, on est obligé aujourd'hui de spécifier lequel on utilise parce qu'il n'est pas capable de le déduire de lui-même. Dans cette version-là, en tout cas. Et grâce à ça, vous avez construit votre première pipeline DevSecOps. Et vous allez être capable de détecter donc des vulnérabilités dans les dépendances que vous embarquez dans votre application. Ça, c'est l'écosystème autour de Dependency Track. Donc, si vous utilisez déjà des trucs de sécurité chez certains vendors, sachez que on est capable de les intégrer avec Dependency Track. Vous voyez qu'on est capable aussi de gérer du Ruby.
Et je crois qu'il y a des trucs aussi en PHP, mais je suis pas sûr. Et du coup, là, j'en ai terminé avec la démo et puis le talk. J'espère que ça vous a donné envie de passer au DevSecOps. Vous pouvez retrouver la retranscription du talk sur Medium. Merci beaucoup. Des questions? Oui. .NET, je crois qu'ils font des choses en .NET. Je peux vérifier si tu veux. On va aller dans la doc tout à l'heure si tu veux. Il me semble qu'il y a des trucs en .NET. Mais j'en fais pas assez pour pouvoir te dire. Oui. Alors, qui remplit les CVE? Il faut savoir que certaines entreprises sont habilitées à remplir les CVE. Ça s'appelle des CVE Numbering Authorities. Il y a des grosses entreprises comme Red Hat qui ont le droit de faire ça. C'est des experts de sécurité qui sont habilités pour le faire. Oui, c'est vérifié. N'importe qui n'a pas l'autorisation de remplir les CVE. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.